Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Bienvenue à tous et à toutes. Le conférencier, le célèbre consultant Alain Leblay nous dit ceci: pour prévenir les abus, on ne peut lier le sentiment d'impunité et l'exercice du pouvoir. Pour prévenir les abus, on ne peut lier le sentiment d'impunité et l'exercice du pouvoir. Bonne méditation en cette journée du 8 octobre 2020, quatrième convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je suis Lukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité. Alors, deux juges au siège encore une fois ce matin. Geoffroy Vaha, bonjour. Bernard Bougma, bonjour. Bonjour président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation, à la radio ainsi qu'à la télé True TV. Nous sommes très fiers de votre travail. Ce matin, on va porter encore une fois notre jugement sur les faits majeurs de l'actualité et trois sujets retiennent notre attention. D'abord, la convention des organisations de la société civile pour l'organisation, l'observation domestique des élections au niveau du Burkina Faso a rendu public un rapport sur les attentes des Burkinabés à prendre en compte par les différents candidats en course à la présidentielle du 22 novembre prochain. Et le contenu donc de cette étude a été dévoilé hier mercredi à Ouagadougou. Il faut savoir que le rapport fait ressortir que la majeure partie des Burkinabés n'ont pas une bonne perception de la situation du Burkina. 32,1% la décrivent comme un pays sous haute menace terroriste et 31,8% comme un pays malade qui a besoin d'un médecin à son chevet. Pour ce qui est des intentions donc, et des attentes des Burkinabés, il faut dire que les priorités du prochain quinquennat sont, selon les interviewés, la sécurité 55,8%, la santé 11%, l'emploi des jeunes 8%, l'éducation 6,3% et l'accès à l'eau potable 5,5%. On va y porter un jugement sur cette étude qui a été menée par la CODEL. On parle là aussi du Mali. Vous le savez, les militaires qui ont pris donc le pouvoir le 18 août dernier ont annoncé hier mercredi la libération de 12 personnalités civiles et militaires arrêtées lors donc du coup d'État. Et on apprend que les intéressés restent à la disposition de la justice pour toute fin utile, a précisé un communiqué. On va y porter un jugement. La Côte d'Ivoire aussi nous intéresse avec ce communiqué final sanctionnant donc la fin de la mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU ayant séjourné en Côte d'Ivoire récemment. Et la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU, donc après avoir fait le tour d'horizon des différents acteurs, décident enfin d'accompagner la tenue de la présidentielle le 31 octobre prochain. Et à cet effet, on apprend que des observateurs africains seront déployés très prochainement en Côte d'Ivoire. Voici ce qui est des trois sujets d'actualité retenus pour ce jugement du jour. Juste après la virgule, vous entendrez les avant-propos des juges au siège. Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme. Je me retourne vers Bernard Bougma pour entendre son ou ses avant-propos du jour. Merci président. Mon avant-propos va concerner le travail de la CENI, donc en ce qui concerne la réception et le traitement des dossiers avant de les transmettre au niveau du Conseil constitutionnel. Donc à la fin de l'exercice, il y a 9 candidats qui ont été recalés pour des motifs divers. Soit c'est des dossiers sans titre, soit c'est sans la caution et les parrainages, ou bien c'est la quittance de la caution qui n'a pas été présentée, ou bien ce sont les documents d'identité ou d'identification qui n'ont pas été présentés, ou c'est l'âge également qui ne respecte pas ce qui est prévu. Donc autant de raisons, d'un candidat à un autre, les raisons, il y a une différence, mais bon, ce qui est plus visible, c'est la question de la caution et aussi le parrainage. Donc ces deux entités ont éliminé plusieurs candidats, pour ne pas dire presque tous les candidats. Il y a au total maintenant 14 candidats retenus. Ironie de l'histoire, en 2015, il y avait aussi 14 candidats à la présidentielle. Cette année, c'est encore 14 candidats, avec certains qui ont compéti en 2015 et qui ne vont pas compétir cette année. D'autres, ce sont des nouveaux venus. Il y a des habitués de la présidentielle burkinabé parce que ce n'est pas leur première expérience. Donc, il y a des habitués. Il y a des tout nouveaux, comme on le dit. Et donc, il y en a aussi qui ont eu un score qui était très faible en 2015. Cette année, est-ce que ils vont faire mieux que le score de 2015?
Là, ce sont les Burkinabés qui vont le dire à l'issue de l'élection, des élections, comme ces deux scrutins du 22 novembre 2020. Donc, j'ai dit la CENI a rendu public la liste, le reste, ça, au Conseil constitutionnel également, de passer à une autre étape. Mais certains avaient dit que si d'aventure leur dossier ne passe pas, compte tenu d'un certain nombre de raisons, le Conseil constitutionnel sera saisi. Donc on attend de voir comment est-ce que les choses vont se passer, parce que le candidat Issa Saouadou avait dit, si la caution ne marche pas, j'ai le droit, et donc de saisir le Conseil constitutionnel, on verra. Mais maintenant, les raisons aussi avancées par rapport à son dossier, ce n'est pas seulement la question de la caution qui fait défaut, ni les parrainages qui font défaut, mais il y a aussi que le dossier lui-même est sans titre. C'est parmi les raisons que nous avons vues, c'est mis sans titre. Donc là aussi, on verra si le Conseil constitutionnel aussi va trancher par rapport au sans-titre, comme dit, il a le droit, parce que l'article 1 du chapitre 1 de la Constitution lui confère ce droit. Donc on attend de voir. Mais c'est une autre étape également de franchir dans la marche vers le scrutin du 22 novembre 2020. Donc que le maire gagne. D'accord. Merci à vous pour cette lecture. C'est une situation que nous suivons aussi de très près, puisque, comme vous l'avez dit, après, ça va être au tour du Conseil constitutionnel donc de se pencher sur la régularité et la validité pour ce qui est aussi du contentieux concernant le processus électoral au Burkina Faso. Et nous allons y revenir prochainement. Alors, Geoffroy Var, qu'avez-vous nous partager ce matin? Oui, merci Président. Moi, j'aurais deux avant-propos assez rapides. D'abord, le premier, c'est avoir cette pensée pour les 18 Burkinabés qui sont décédés dans un accident de la route, dit pas loin de Boaké ou à Boaké. 3 blessés, c'est avoir une pensée à l'endroit de leur famille. On a vu la communication gouvernementale là-dessus, puisqu'il y a que le sujet a été abordé en Conseil des ministres. C'est le point que nous a fait le porte-parole du gouvernement, avec la fameuse phrase qu'ils vont s'occuper de cette affaire. Bon, je ne sais pas ce que ça dit dans le fond, mais rappelez aussi qu'ils travaillent à ce que, avec la Côte d'Ivoire, puisque les frontières sont fermées depuis la survenue de la pandémie à Covid-19, et bien que cela se fasse pour que, peut-être très rapidement, on va dire ce taxe très emprunté dans le temps puisse peut-être reprendre. Bon, on n'a pas assez d'infos sur d'où venait forcément le cas où il partait, mais du Burkinabé dans un seul cas, c'était un convoi, ça venait d'où? Il y a beaucoup de questions. Maintenant, quand on met en parallèle la question des frontières, il faut se poser aussi un certain nombre d'éléments. Et puis, il y a aussi le fait que, bon, c'est de ce qui ressort, c'est qu'il y a un dépassement qui avait été tenté et qui ne devrait pas se faire. Donc c'est à rappeler aux uns et aux autres la prudence sur nos voies. Et puis je dis encore avoir une pensée pour ces Burkinabés et leurs familles. J'ai dit deux avant-propos. Mon deuxième avant-propos va considérer toujours le Conseil des ministres d'hier. Il est donné comme ultimatum le 20 octobre pour les enfants qui viendraient sans cache-nez. Voilà, pour se mettre à, on va dire, s'obliger au respect de cette mesure-là. Bon, moi, je sais que selon ce qui a été dit, c'est que tout a été mis en œuvre pour qu'il y ait ces cache-nez-là disponibles et tout. Et donc, la rigueur viendra à partir du 20. Je ne sais pas si pendant la vingtaine de jours-là, le Covid va attendre aussi. Et je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut des mesures fortes lorsqu'on commence. Et puis c'est avec des enfants. Vous faites une rentrée, les gestes qui sont les bons, parce qu'il faut casser la chaîne de propagation, devaient se faire dès la rentrée. D'y donner jusqu'à 20 jours, alors qu'on sait le temps d'incubation d'une maladie qui fait même 14 jours et tout. Et on sait, comme dans certains pays, les foyers se sont vite révélés, malgré les restrictions qui avaient été faites. Un petit relâchement et c'est reparti. On connaît nos écoles, on connaît la densité qu'il y a, et si dès le départ on n'est pas rigoureux, ça sera vraiment difficile. Nous avons fait le constat dès la rentrée et partagé dans nos sessions d'information de ce que les mesures n'étaient pas si bien observées que cela. Maintenant, si ceux qui doivent donner le là donnent encore un temps pour pouvoir l'observer, je pense qu'il y a un problème. Je dis encore, c'est pas une maladie qui s'assoit et qui attend. Donc, du coup, peut-être, si tout n'a pas vraiment été pris comme mesure en amont, pour qu'on ait l'effectivité des choses dès la rentrée, il faut s'assumer et le dire.
Maintenant, donner des délais de 20 jours, il y a tout le temps pour que nos écoles commencent à devenir des foyers. Et ça, c'est quelque chose à craindre. Je ne pense pas ce type de communication-là judicieuse. Et c'est ce que je voulais ressortir dans mon avant-propos d'aujourd'hui. Il paraît très illogique parce qu'on a eu tout le temps pour commencer avec le début de la rentrée et être rigoureux dès la rentrée. Au risque de me répéter, le Covid ne va pas attendre. D'accord. Merci bien pour ce regard sur cette mesure annoncée par l'exécutif burkinabé. Le 20 prochain, port obligatoire du masque au niveau des établissements. On va maintenant parler élection. D'ailleurs, comme on n'est pas en parler dans cette émission à ce temps qui court au niveau du Burkina Faso. Et on a cette sortie de la CODEL, entendue par la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, qui a donc rendu public un rapport sur les attentes des Burkinabés à prendre en compte par les différents candidats à la course pour la présidentielle de novembre prochain, et un contenu donc qui a été présenté aux hommes de médias hier mercredi 7 octobre 2020 à Ouagadougou, un rapport qui fait ressortir en tout cas la perception des Burkinabés sur les politiques publiques de façon générale et sur ces élections de façon précise. Et il y a aussi des priorités en termes d'attente des populations. On note que c'est la sécurité qui vient en tête avec 55,8%. Et en fin de queue, on va dire, à la fin d'étude, il faut dire que c'est l'eau potable, les attentes de population vis-à-vis des besoins d'eau potable qui se chiffrent à 5,5%. Alors, quel est le regard qu'on peut y porter avec cette nouvelle étude? Ben Abougman, déjà pour ce qui est de la CODEL, c'est pas tout le monde qui en connaît. Une étude qui vient donc d'une structure de la société civile dénommée CODEL. Est-ce qu'elle est digne d'intérêt? Bon, pour ceux qui ont participé et qui ont suivi de près les élections de 2015, bon, ça plus quand même ce que c'est que la CODEL. Et puis ce n'est pas une trouvaille burkinabé. Ce n'est pas une trouvaille burkinabé. Il y en avait déjà dans d'autres pays. Je pense que le Burkina a pris l'expérience aussi avec d'autres pays. D'autres aussi sont venus prendre avec le Burkina Faso. Donc maintenant par rapport au travail qui a été fait, c'est un travail que j'ai regardé avec recul. Mais effectivement, il y a une qualité de travail qu'il faut reconnaître. Parce que par rapport aux éléments qui sont ressortis, aux critères qui sont ressortis, il y a toute proportion gardée parce que c'est un travail d'hommes et de femmes. Donc il y a ces imperfections, il faut le dire. Mais dans l'ensemble, ça traduit plus ou moins le reflet de ce que les Burkinabés attendent et tout, un certain nombre de choses. Donc déjà, la CODEL est constituée d'hommes et de femmes, d'organisations de la société civile. C'est vrai que la société civile burkinabé, en certains de ses aspects, en certains des hommes et des femmes qui l'animent, c'est parfois difficile de faire la démarcation entre l'homme politique et l'homme de la société civile. Voilà, parce que nous avons des gens qui ont siégé au niveau du CNT comme représentants d'organisations de la société civile, après qu'on a retrouvé dans des partis politiques qui ont réussi à se faire élire conseiller municipal, mais qui continuent de parler société civile, aujourd'hui qui sont sur la liste des législatives et qui continuent de se faire appeler société civile. Donc il y a ce flou artistique là également qui est effectivement entretenu. Donc au fur et à mesure que l'on avance, voilà, il y a ce prisme-là qui se dégage. Mais parmi ce lot d'hommes et de femmes, il y en a aussi qui ne jurent que par les organisations de la société civile, qui ne jurent que je suis sur OSC, je suis sur OSC. Même si la personne a des convictions politiques, a des penchants politiques, elle ne l'exprime pas de vive voix, mais pour peu que vous grattiez, vous savez que bon, X ou Y semble être proche de tel carcan idéologique ou de telle chapelle politique. Donc, parce que le politiquement neutre, il faut être surhumain pour pouvoir. Parce qu'on a des convictions, on a des choix. Donc il y a cette réalité aussi qui est là. Donc la CODEL aussi est animée par ces personnes-là. Maintenant, sur le plan de la qualité du travail, c'est en ce moment que des garde-fous, effectivement, ont été érigés pour que la qualité du travail ne déteigne pas sur ce qu'on pourrait dire. Donc en 2015, qui avait fait un travail remarquable, et on regarde le travail que la CODEL a fait en 2015 par rapport au sondage, par rapport aux résultats, et quand elle a proclamé ses résultats et les résultats définitifs des élections, la différence n'était vraiment pas grande, sinon c'était presque pareil. Et donc ça dit que c'est une organisation qui avait fait la preuve en 2015 de son professionnalisme et de la qualité de son travail. Est-ce que 2020 ça va être le même prisme ou bien la donne a changé? Là c'est au résultat que nous allons apprécier. D'accord. En 2015 quand même, il y avait eu un travail remarquable qui avait été salué par l'ensemble de la classe politique burkinabé. D'accord, on aura compris que c'est une structure à prendre au sérieux en termes d'observation des élections au niveau du Burkina Faso. Alors Geoffroy, bien avant l'ouverture même du processus électoral dans notre pays, on a vu aussi certaines études qui sont sorties
qui, elle, s'intéressait, on va dire, à la performance des hommes politiques qui sont en pole position pour la présidentielle. Mais là, on parle des attentes des Burkinabés quant à ces élections-là. C'est quand même un pas important qui a été touché. Oui, c'est un pas important, mais je pense que c'est pas aussi la première étude qui interroge les Burkinabés là-dessus. On a même Présimètre ou certains rapports du CGD qui permettent aussi d'avoir une claire lecture sur les préoccupations des Burkinabés à un moment donné, parce que les sondages, n'oublions pas aussi que c'est surtout ça. C'est une photographie de certaines situations, mais datée. Donc ça peut évoluer dans le temps et c'est des choses qui sont aussi tributaires de l'actualité et de certains changements. Donc vous pouvez venir trouver des pics sur un besoin juste parce que il y a eu un fait majeur qui cristallise l'opinion nationale, notamment sur ce chapitre-là. Donc, je veux dire, c'est à lire donc, en comparaison avec d'autres études qui ont été menées et puis voir comment les choses évoluent aussi dans le temps. Maintenant, la première question que vous posez, par exemple, à Bernard Bougma, moi, je la trouve assez intéressante parce qu'on a aussi des mouvements qui se créent, des organisations dites de la société civile, des outils qui devraient peser en termes de, je dirais, entre autres, contre-pouvoir ou veille qui se créent, mais qui très souvent n'allument leur lumière que lorsque des élections doivent venir et que, bon, on a envie d'être pris en compte dans la grosse machine et qu'on se dit qu'il y aura des sous et tout. Alors qu'il y a un travail à faire. C'est-à-dire que c'est bien, et la CODEL ici donne peut-être l'exemple de vouloir venir voir quelle sera la réalité de la transparence pendant les élections en ayant des messieurs un peu partout qui vont regarder comment les choses vont se passer et puis veiller à ce que cela respecte au moins les règles d'équité, de transparence et autres. Mais en même temps aussi, il faut avoir un autre rôle qui est celui d'éducateur et puis la veille, elle est à plusieurs niveaux. C'est de dire à ceux qui vont venir vers leur population, les personnes vers lesquelles vous allez, voilà leurs préoccupations, n'allez pas faire d'autres débats. C'est ça, c'est ce sur quoi ils vous attendent. Et ça, pour moi, c'est un travail qui est à saluer. Est-ce que ça, on a besoin d'attendre véritablement une étude pour qu'un candidat puisse savoir véritablement quelles sont les attentes des populations pour ces élections précises-là? Je pense que chacun, à son niveau, apporte à travers à travers les moyens qui sont les siens. Je pense qu'un homme politique fera son travail de prospection et se dira aujourd'hui voilà le besoin, voilà. Et puis quelquefois aussi ça se constate de façon empirique. Aujourd'hui, quelquefois, faut le dire la vérité, il ne faut pas être divin pour savoir que la priorité des Burkinabés, c'est la question sécuritaire. Maintenant, il y a d'autres questions sur lesquelles, si vous n'y prenez garde, vous risquez de passer à côté, juste parce que ça ne vous saute pas aux yeux comme ça. Et c'est pour cela que certains sondages permettent de révéler un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est très important. Vous savez, il fut un temps où les questions premières étaient corruption, ce type de choses. Mais vite, les Burkinabés ont glissé vers d'autres préoccupations. Mais cela ne veut pas dire que ces questions-là sont en berne. Donc quand elles sont évoquées, tout est une question non seulement d'intensité, tout est aussi une question de besoin exprimé du moment, où les gens sont, je le dis souvent, partagés entre le primordial, le nécessaire et le prioritaire. Mais c'est à vous de savoir comment est-ce qu'il faut stratifier ces choses-là. Et c'est à vous, dans votre offre, de savoir, parce que, quoi qu'on dise, vous ne prêchez pas le même évangile à Ouagadougou comme, je ne sais pas, dans une localité qui se trouve à plusieurs kilomètres d'une bonne ville. Parce que les besoins ici ne sont pas forcément les besoins là-bas. Vous n'allez pas parler de relance de l'économie à des gens qui attendent d'avoir un bol de riz. Vous ne viendrez pas, par exemple, parler à un secteur donné de ce qui ne les intéresse pas. Donc, il y a le besoin qui est celui de tous, et puis il y a celui des groupes ciblés. Et donc, vous êtes obligé de faire un certain travail, et puis vous dire, voilà comment est-ce que vous allez arrimer les choses. Mais je veux dire que chacun fait sa prospection par rapport aux objectifs et qu'il veut atteindre. Le politique, pareil, mais il faut une vision globale dans tout cela. Et c'est là où ce type de rapport-là, ça devient intéressant. C'est-à-dire le Burkinabé, de façon générale, voilà sa préoccupation. Voilà ce qui vient en second.
voilà ce qui vient en troisième position, mais qui lui tient quand même à cœur. C'est un peu ça. Et je crois que ça a aussi son rôle. Et puis les sondages sont faits pour ne valoir que les chiffres qu'ils partagent. Maintenant, après, à l'aune du terrain, vous vous rendrez compte que vous êtes trompé ou pas. D'accord. Et comme vous le dites, les sondages, c'est des données qu'on pourra apprécier. Donc, déjà, on apprend que la bonne majorité des Burkinabés est donc disposée à participer aux prochaines échéances électorales, soit 79,2%. Et comme dit les acteurs de la CODEL eux-mêmes, si cette vérité statistique, en tout cas se perpétue jusqu'aux élections, on risque d'avoir véritablement une participation au record. Et pourtant, d'aucuns ne donnaient pas véritablement un intérêt très particulier à ces élections-là au regard de tellement de difficultés que les Burkinabés ont éprouvées en cette année, ces dernières années, on va dire. Et cette étude vient donner quand même une lumière à quelque chose, Ben Abouma. Oui, il y a... ce que vous dites est vrai. Mais il y a un fait qu'il ne faut pas perdre de vue par rapport à l'échantillon qui a été choisi. Avant de répondre véritablement à votre question, j'ai regardé l'échantillon. Il y a eu 2534 personnes âgées de 18 ans et plus. Et ils disent, et voici les chiffres dont je parle. Il y a une majeure partie des personnes interrogées étaient sans appartenance politique, soit 83% sans appartenance politique. Et il y en a qui avaient des appartenances syndicales et politiques. La majorité présidentielle, 7,87%, 4,74% des syndicats, de l'opposition politique et 3,51% pour ceux qui sont dans le milieu syndical. Donc c'est déjà l'échantillon. Maintenant, par rapport à l'engouement pour le scrutin, il y a un engouement parce que la donne est en train de changer. Il y a quelques années, des gens ne partaient pas voter parce qu'ils disent les résultats vont être les mêmes. Ça ne va pas changer. C'est connu d'avance. C'est connu d'avance. Ce n'est pas la peine de se tracasser, mettre du carburant. Et puis avant, la carte d'électeur c'était compliqué. Vous partez déjà en vos recense, après vous partez vous inscrire, vous repartez après chercher la carte d'électeur. Et aujourd'hui, c'est sur place. Donc, il y a ce changement-là. Et ensuite, il y a un certain nombre de garanties qui, de mon point de vue, plaident en faveur d'une élection de qualité. Donc, la carte électeur qui est biométrique, vous l'avez sur place. Et ensuite, il y a des nouveaux venus sur la scène politique burkinabé qui appellent les Burkinabés à changer de regard par rapport à la chose politique. Il y en a qui ne parlaient pas politique, qui disaient ce n'est pas la peine d'aller voter il y a quelques années, mais aujourd'hui qui disent si vous voulez le changement, il faut y aller. Parce que si vous ne partez pas, décidez pour vous-même, des gens décideront à votre place et feront ce que vous ne voudrez jamais qu'ils fassent pour vous. Et donc pour ne pas être ce spectateur-là, c'est mieux d'être acteur. Donc ce discours est en train de prendre. Et donc les Burkinabés sont en train de comprendre que si vous voulez un nouveau président, il faut aller aux urnes. Si vous voulez un changement, il faut aller aux urnes. Et ensuite, il y a un rajeunissement de la population, de la classe politique burkinabé. Et ce rajeunissement-là également a contribué à ce que les uns et les autres se disent, si hier, certains ont eu des arguments pour ne pas aller aux urnes, aujourd'hui nous avons des arguments pour aller aux urnes. Parce que les réalités d'hier ne sont pas telles celles d'aujourd'hui. Les défis d'hier ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Et donc, il y a, à partir de 2014, à partir de l'insurrection, de la transition avec ses forces et ses faiblesses, des 5 ans de Roch-Marc Christian Kabore avec ses forces et ses faiblesses, et des prochains 5 ans à venir, des réalités qui ne sont plus les réalités d'il y a 10, 15, 5 ans. Et donc, j'ai dit, cette donne est en train de prendre. Et le travail de ceux qui ont fait par rapport à la sensibilisation, pour l'éveil de conscience, pour la culture de la chose démocratique et la culture de la chose politique, ce travail aussi est en train de prendre. Parce que vous trouvez des gens qui disent la politique n'est pas que de corruption, n'est pas que gabégie, n'est pas que démagogie, n'est pas que mensonge. Non, elle est plus noble. Il y a une minorité qui ne fait que ça. La grande majorité ne fait même pas ça. Mais comme la grande majorité ne s'assume pas, c'est la minorité qui impose son dictat. Et finalement, cette minorité nous a fait croire que c'est ça la politique. Et c'est ce que nous avons accepté et nous faisons avec. Et donc, j'ai dit, c'est un discours qui est en train de prendre. Donc, il y a un réengouement, si je peux m'exprimer ici, vis-à-vis de la chose politique. C'est ce qui fait que le sondage donne ça déjà. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, comme la liste des candidats est connue, au fur et à mesure maintenant qu'on avance, on saura
si réellement parole sera tenue, parce que c'est pratiquement dans le mois de juillet que l'étude a été réalisée, alors que nous sommes actuellement en octobre. Donc, c'est du 15 au 23 juillet dernier que l'étude a été faite. En ce moment, on ne parlait pas de candidature, on ne parlait pas. Maintenant, les dossiers de candidature ont été déposés, la CENI a mis son tamis en attendant d'envoyer devant le Conseil constitutionnel, mais il y a eu une évolution. Il y a aussi vous voulez dire par là que la configuration des candidatures peut être déterminante pour la participation? Ça peut jouer. Et ensuite, il faut également regarder les listes électorales. Les listes électorales, il faut regarder également la constitution des listes électorales. Parce que le changement peut être encore en avant, tout comme ça peut être régressif. Donc je ne dis pas que les chiffres vont régresser ou les chiffres vont augmenter, mais j'ai dit, avec la publication de la liste des candidats à la présidentielle et aux législatives, la donne peut encore changer. Parce qu'il y en a qui ont pris la carte d'électeur, qui sont assis, mais qui attendent de voir pour quel camp voter d'abord, ou bien si j'irai d'ailleurs voter en fonction de la qualité des hommes. Donc il y a ces indécis-là certainement qui vont venir grossir les rangs. Donc c'est pourquoi j'ai dit, attendons de voir encore, certainement peut-être qu'il y aura encore un autre sondage par rapport aux intentions de vote, si les gens sont déterminés à aller aux urnes ou pas. J'ai dit ça peut s'améliorer, tout comme ça peut régresser. Mais si ce qui est exprimé, comme le dit la CODEL, se traduit dans les urnes, effectivement, on aura fait, ça va être un record historique en termes de taux de participation. D'accord. Parlons toujours de données. On dit 4 personnes sur 5 ont exprimé une opinion favorable à l'avènement donc du changement à l'issue de l'élection présidentielle du 29 novembre prochain. Vous, comment vous expliquez, vous comprenez cet optimisme, va-t-on dire, de la part des Burkinabés? Bon, je pense que les chiffres aussi, il ne faut pas les prendre. Il ne faut pas les prendre forcément comme ça et faire des lectures. Parce que quand vous regardez, même si on dit cela, il y a 83% qui ne sont pas, qui disent ne pas de ce que rappelait tout à l'heure Bernard, qui disent ne pas de parti politique. Mais quand on va chercher dans ceux qui sont déjà teintés, ça commence avec la majorité à plus de 7% et l'opposition confondue, 4% en gros. Donc vous voyez que ça semble contredire ce que vous dites. Alors pourquoi j'ai dit il ne faut pas faire forcément parce que c'est pas parce qu'on parle de changement que vous allez penser qu'il y a la majeure partie déjà qui n'est pas pour le pouvoir en place. Et ça pose problème. Vous entendez par changement on va dire le remplacement d'un régime par un autre? Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai dit il ne faut pas faire de conclusion hâtive. Est-ce qu'il ne faut pas entendre par changement, on va dire, l'évolution des attentes en termes de satisfaction des populations? Oui, ça peut être cela. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas voir changement, forcément qu'un camp va perdre, ou bien qu'on veut qu'il y ait plutôt un changement, c'est-à-dire que la majorité d'aujourd'hui s'en aille. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut beaucoup lier dans les chiffres qui peuvent paraître en opposition des fois par moment quand on regarde ce que cela donne. Mais moi, il y a plutôt d'autres points qui m'ont marqué. C'est vrai qu'il y a le taux le taux de participation qui risque d'être, selon ce que dit la CODEL, qui risque d'être très intéressant. Maintenant, moi je regarde à l'intérieur, c'est qu'ils disent aussi en même temps qu'il pourrait y avoir une disparité, parce que vous vous retrouvez par exemple avec, je pense que c'est près de 31% si je retrouve ce chiffre-là, d'une région qui disent qu'ils n'iront pas voter. Oui. Je crois que 31% des personnes disent ne pas voter. Ça c'est au niveau du sud-ouest, je crois. Sud-ouest, ouais. Au sud-ouest. Vous voyez, ça c'est très important. Donc ça veut dire quoi? On pourrait avoir un taux de participation qui est intéressant, mais on pourrait avoir une disparité en interne. En fonction des régions. En fonction des régions. Maintenant, il va falloir chercher les causes. Le pourquoi on dit qu'on n'ira pas aller voter. Ça ramène en même temps aussi à plusieurs débats où certains disaient il risque d'avoir des choix qui feront que certains Burkinabés diront qu'ils n'iront pas parce qu'eux ne sont pas concernés. Mais est-ce que les gens ont eu raison de dire cela? Est-ce que c'est ça qui impacte? Pourquoi on peut avoir un sud-ouest où 31% de personnes disent qu'elles n'iront pas voter? Vous comprenez? Donc ça augure d'une certaine disparité. Donc ça prévient aussi. C'est un indicateur assez inquiétant quand même. C'est inquiétant, c'est vrai, mais ça interpelle aussi l'homme politique qui ira et qui comprendra que là-bas il faut faire 2 fois plus, parce que si vous avez identifié pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas voter,
peut-être que vous pouvez les convaincre de voter pour vous. Mais est-ce qu'avec le dévoilement de la liste et les candidatures qui sont clairement exprimées, on ne sait pas véritablement qui est ressortissant d'une région donnée, mais est-ce que ça ne peut pas changer la donne selon vous? Bon, si je m'en tiens aussi toujours aux chiffres qui sont donnés dans le sondage, ce que vous dites ne peut pas, parce que la plupart des personnes qui ont été sondées feront leur choix sur la base de quoi? La qualité du programme de société du candidat. Et ils le disent à 66,9%. Donc, à pratiquement 70% des personnes sondées, le choix se fera sur la qualité du programme qui leur sera proposé. Donc, la question de savoir que 31% disent ne pas vouloir voter ne peut être liée au regard des chiffres à la question des candidats et de leur provenance. Si la majeure partie des gens qui vont voter ou qui décident d'y aller, décident de le faire pour la question de la qualité du programme. Et vous regardez à 16,2% qui disent que c'est... Ils tiennent compte de la personne du candidat, et il y a 9,6% qui trouvent des raisons civiques. Ça veut dire que pour eux, bon, il faut changer, ou bien un certain nombre d'éléments. Mais le problème aussi se situe au niveau de la sincérité du discours. Les gens disent oui, ils regardent le programme. Mais quand la présidentielle, on sait très souvent que c'est le rendez-vous entre un homme et un peuple. Et quelquefois, l'homme prime sur le programme. Et rarement l'opposé. Et donc, ça pose un véritable problème. Aujourd'hui, dites aux Burkinabés quelle est la différence dans le programme, s'ils se rappellent encore de 2015, la différence dans les programmes qui leur ont été proposés. Ou bien quand vous finissez les débats, la série de débats qu'on a eu, parce que c'est souvent un journaliste qui face à candidat, pas candidat face à candidat, vous dit ah non, lui il m'a convaincu, il a bien parlé. Bien parler, ça c'est juste de la rhétorique. Voilà, mais quelquefois pas que, hein. Quelquefois pas que. Souvent aussi, les gens ont peut-être les difficultés à comment dire cela, à dire de façon modélisée qu'est-ce qui entre en ligne de compte dans la dynamique de leur faire partager une certaine conviction. Quelquefois, c'est dans le fond parce que celui qui parle semble connaître de quoi il parle. Et puis celui qui parle semble communiquer une certaine sincérité. Et sûrement que dans les mots qui sont choisis, ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui connaît le dossier et ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Maintenant, mais seulement ce qu'il aura du mal à vous dire, c'est tel élément. Il dit j'ai été convaincu parce qu'il me plaît, ou bien parce qu'il parle bien, ou parce que. Mais c'est pas seulement le bien parler, mais il y a beaucoup d'éléments qui viennent après. Et sûrement que sur les questions qui sont données, quand il regarde relativement aux autres candidats, il se rend compte que bon, c'est sûrement que eux ne maîtrisent pas bien leur dossier et eux ne maîtrisent pas bien leur réalité à eux. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent arriver. Mais très souvent, c'est beaucoup plus l'homme qui pèse sur le programme. Et on n'interroge pas beaucoup les programmes. Et je pense que c'est ce qui se fait. C'est le travail qu'on devra faire. Et nous, journalistes, sommes sur ce chapitre-là, interpellés au premier chef. C'est nous qui devons ramener le débat sur la question des contenus. Et ça, c'est très important. Interroger les candidats au maximum sur la question des contenus. Et intéresser aussi et c'est ce que la CODEL est en train de faire aussi comme travail. Intéresser le citoyen à ce qui devrait être son intérêt. C'est pas les beaux yeux, c'est pas le billet, c'est pas les belles paroles, c'est du concret. Relativement parce que personne ne connaît mieux votre réalité que vous-même. Évidemment. Donc, on ne peut pas venir, comme on dit souvent dans le jargon aussi, on ne peut pas venir vous beurrer les yeux et vous raconter ce que vous vivez, autrement que ce que vous vivez chaque jour, et puis dire qu'on va vous apporter une solution tout autre, et puis vous allez en faire le choix. Non. Personne ne peut décrire mieux que vous ce que vous vivez. Donc, sur la base de ce que vous vivez, vous devez pouvoir apprécier les solutions qui peuvent être les plus intéressantes pour vous sortir du problème dans lequel vous êtes. Et ça, c'est ça la réalité. Il faut que nous, journalistes aussi, on arrive à faire ce travail-là, qui est celui de mettre le bon débat là où il doit être. Et puis bon, éviter, parce que c'est aussi la période où quand il y a une petite pique, il y a une petite phrase, c'est celle-là qui est sortie en étendard, et puis on oublie le plus important, on oublie le primordial.
Oui, Bena, allez-y. Oui, par rapport aux disparités là, vous voyez que le Nord a 94% qui sont intéressés, qui disent qu'ils vont le faire. Le Sud-Ouest, vous avez dit c'est 31. Voilà, 31. Il y a en fait, je ne connais pas peut-être les raisons avancées par le sondage, comme je n'ai pas eu tout le rapport, mais en termes de disparité de vote, vous avez le Nord est beaucoup plus politique. Vous prenez Ouagadougou, c'est l'une des capitales politiques au niveau du Burkina Faso. Donc il y a cette influence-là, il y a cette réalité sociologique qu'il faut prendre en compte par rapport au Sud-Ouest qui est moins politique et qui s'intéresse moins aux choses politiques, je dis bien. Maintenant, dans ce rapport, je ne connais pas, peut-être il y a eu d'autres raisons ou d'autres situations qui expliquent. Et par rapport aussi à d'autres localités. Et donc, effectivement, s'il y a aussi un travail à faire, c'est dans cette zone, pas forcément pour aller d'abord demander qu'on me vote, mais c'est d'aller faire comprendre à ces populations que le vote est un élément important par rapport à la contribution à changer un certain nombre de choses. Donc il y a ce discours-là également qu'il faut tenir par rapport aux intérêts. Mais il y a des localités au Burkina qui sont très habituées aux joutes verbales et qui sont très intéressées par la chose politique. Et ce sont des populations... Vous prenez le citoyen qui réside dans le dernier hameau de culture, mais il a une culture politique et une analyse politique suffisamment raffinée qui est à toute épreuve. Donc il y a cette réalité-là aussi qu'il faut prendre évidemment en compte. Donc il y a une tradition de l'intérêt politique. Il y a une tradition dans certaines localités. Et comme dans tous les pays, vous avez des localités qui ont des intérêts, qui ne votent pas beaucoup. Vous avez des localités aussi qui votent beaucoup. Parfois, la taille de la population n'a rien à voir avec l'engouement pour la chose politique. Donc, mais est-ce qu'en fonction du contexte, on ne peut pas aussi avoir... Parce que quand on prend par exemple le Nord ou le Sahel, qui sont donc en proie au terrorisme, ça peut être déterminant au regard de ce contexte-là. Non, mais historiquement, c'est une zone suffisamment politique. Historiquement. Parce que vous avez des noms comme Gérard Kango ou Ouedraogo, avec d'autres noms qui ont fait cette zone-là. Plus tard, Salifou Diallo, qui a eu une grande influence sur cette zone-là et qui ont réussi à avoir des bases, je dis bien, qui s'étendent jusqu'au Sahel. Après, vous avez eu la génération de Mamadou Djemjoda Diko qui est actuellement au niveau de l'UPC. Vice-président de l'UPC. Oui, mais qui avait effectivement pu aussi installer des bases suffisamment politiques dans cette localité. Donc, ça, il ne faut pas... Ce n'est pas des éléments à perdre de vue. Ce n'est pas seulement la question sécuritaire, mais vous prenez l'histoire politique du Burkina et cette localité. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, par rapport à... Il y a un élément fondamental du rapport. C'est l'influence des réseaux sociaux sur la gouvernance. Et je lis ce que le rapport dit à propos de ceux qui regardent les réseaux sociaux pour gouverner. À ce propos, je cite, à ce propos, un enquêté décrit le Burkina Faso comme un enfant de la rue. N'importe qui l'éduque, le fou, l'intellectuel. On a permis que les décisions soient prises en fonction des réseaux sociaux. Ah, ça devient un élément fondamental. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça inspire que, oui, il faut tenir compte de ce qui s'exprime sur les réseaux sociaux. C'est des virtuels, mais c'est des Burkinabés qui l'expriment. Mais ça ne doit pas venir de là. Parce qu'avant tout, ça ne doit pas venir totalement de là. Ailleurs aussi, les réseaux sociaux ont contribué à faire bouger des lignes, ça, je suis d'accord. Mais si chaque fois, vous devez regarder sur les réseaux sociaux comme un rétroviseur pour avancer dans votre véhicule, le rétroviseur doit vous aider. Comme le réseau social. Mais ce n'est pas le rétroviseur, vous ne devez pas vous fixer sur le rétroviseur à telle enseigne que vous ne faites plus attention devant vous, il y a un problème. Vous entrez à un moment donné en train de zigzaguer en termes de mauvaise conduite, alors que parce que vous avez les yeux sur le rétroviseur, mais il y a devant vous qu'il faut regarder. Alors, cette influence fait que des décisions ont été reconsidérées, des positions ahurissantes ont été prises au Burkina par les gouvernants, et vous creusez, les gens sur les réseaux sociaux n'étaient pas d'accord, alors que sur les réseaux sociaux, il y a cette influence-là qui est en train de jouer sur la gouvernance. Pourtant, vous avez été élu sur la base de convictions, sur un programme et tout, et vous êtes en train de décliner. Mais quand vous reconsidérez un certain nombre de choses, parfois qui ne valent pas la peine, parce qu'il y a de l'opinion, il y a un côté qui vous dessert. Je n'ai pas dit de ne pas tenir compte, mais il faut savoir le faire avec responsabilité. Et c'est ce que certains enquêtés, effectivement, ont commencé à pointer du doigt, parce que ça commence à, effectivement, en faire trop. Donc, c'est un élément qu'il faut tenir compte, mais ça ne doit pas être la seule boussole en termes de gouvernance. Et c'est un signal qui est en train d'être envoyé. Même signal, 30%
demande à voir le contenu du programme. J'ai dit aussi c'est un signal, parce que 30% c'est pas à négliger, c'est déjà pas rien. Donc il ne suffira pas forcément aussi de dépeindre un tableau, il va falloir faire des propositions concrètes, que certaines veulent l'entendre ou pas. C'est une réalité qui est en train de prendre, et déjà si on atteint ce niveau-là, qui veulent voir le programme, 30% dans une élection, 30% de voix dans une élection, c'est pas peu. D'accord, merci à tous les deux. On attendra de voir comment est-ce que les différents acteurs en jeu dans la compétition électorale vont prendre donc cette enquête, et certainement les journalistes aussi pourront éventuellement être éclairés à la lumière donc de cette enquête en termes d'échange avec les candidats. On va maintenant parler du Mali, où on apprend que les militaires ont donc décidé depuis hier de libérer 12 personnalités civiles et militaires qui avaient été arrêtées donc lors du coup d'État, et un communiqué du CNSP a été rendu public, et on apprend aussi que les intéressés restent à la disposition donc de la justice pour toute fin utile. Quel est le regard qu'on peut y porter? Déjà, Geoffroy Avara, c'est quand même une preuve de bonne intention, on va dire, pour la décrispation du climat politique au niveau du Mali, on va dire. Oui, c'est clair que c'est une bonne nouvelle. Il faut rappeler aussi, ça fait partie des exigences de la CEDEAO, que les personnes qui aient été incarcérées dans le cas du coup d'État là puissent être libérées, et puis bon, que par exemple, ces personnes-là qui ont ou qui auront à s'expliquer devant la justice, voilà, et à s'expliquer. Je pense que c'est comme ça que les choses devraient fonctionner. C'est-à-dire qu'on est en train de partir vers un genre de normalisation. Donc ça veut dire que les choses ne peuvent plus continuer de se faire comme si on était en exception. Donc je pense que c'est un rappel qui a valeur. Et le fait aussi que la CEDEAO ait décidé aussi de retirer sa pression qui était maintenue depuis, qui étaient ces sanctions-là, ça augurait déjà de ce que ce point-là ait déjà été obtenu. Et donc pour moi, ça n'est que logique que ces personnes-là soient libérées maintenant. Parce que bon, je pense que participer à un gouvernement ou venir apporter sa contribution à la gestion de la chose publique n'est pas un délit. C'est-à-dire, c'est pas parce que IBK vous a appelé pour venir l'aider à changer les choses, et que dans votre ministère vous avez bossé et qu'il y a un coup d'État, ça devient un délit d'avoir travaillé avec IBK. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, si dans votre gestion, régime. Non, mais attention, je continue. Je dis maintenant, si dans votre gestion vous êtes rendu coupable d'irrégularité, vous allez avoir à vous expliquer devant les tribunaux. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous avez fait votre boulot, vous pouvez vous tromper de bonne foi. On peut, vous savez, la matière sur laquelle travaillent ceux qui gouvernent n'est pas mathématique. C'est pas 1 + 1 = 2. C'est-à-dire que vous avez la conviction de la solution d'un problème, vous le mettez en œuvre. Si ça marche, vous allez rébelloter. Si ça ne marche pas, on va vous dire c'est bon, on va essayer une autre formule. C'est pour ça qu'il y a des programmes, tout à l'heure nous en parlions. Ce n'est pas des formules magiques, mais chacun vient communiquer comme pour dire que sa formule est la bonne. Et le citoyen sur lequel ça va être appliqué fait la foi du cobaye. Mais au moins un cobaye à qui on demande d'être éclairé et dont l'administration du médicament dépend de son choix. C'est un peu ça. Et donc, quand vous vous rendez compte que ça n'améliore pas votre condition, vous dites je change de médecin. Maintenant, on ne va pas tous aider le médecin forcément parce que bon, maintenant si de mauvaise foi il vous a rendu encore plus malade en empochant tout ce que vous aviez comme ressources par des moyens détournés, on appelle ça la corruption, on appelle ça des détournements, on envoie des éléments et puis il est foutu au ouf, comme on dit. C'est aussi simple que ça. Mais s'il a fait son boulot comme il se doit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que la personne sommeille en prison. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, mais Bernard, est-ce que ça ne rend pas insensé le fait de renverser un régime et les griefs pour lesquels on avait en tout cas reproché à ces personnes-là ne soient pas opposés tout de suite? Parce qu'on a vu sous la Révolution, quand les militaires ont pris le pouvoir, il y a eu quand même des jugements qui ont été programmés de façon expéditive aussi, on va dire. Mais le contexte burkinabé était différent. Ce n'était pas une affaire de droit positif. C'était d'abord un régime d'exception avec
un tribunal, les TPR. Oui, donc c'était différent. Alors qu'ici, c'est une affaire, nous sommes dans un contexte où c'est le droit positif qui est appliqué. Nous ne sommes pas dans un régime d'exception parce que la légalité a été constituée. Vous avez un président, un gouvernement qui est là. Donc, nous sommes dans un contexte de transition, mais pas d'état d'exception forcément. Parce que jusqu'à présent, la constitution malienne est toujours en marche. Donc, oui, mais là aussi, il y a des possibilités de mise en accusation devant la justice. C'est possible, voilà. Mais maintenant, comme nous sommes dans un contexte de droit positif, ce sont les éléments du droit positif qui doivent être appliqués. En fait, c'est simple. On ne peut pas avoir deux choses. C'est ce qu'il faut faire. Et comme on dit que le principe, c'est la liberté, la détention, c'est l'exception, c'est ce qui a été dit. Et donc, si au terme de la loi, monsieur et madame peuvent bénéficier de la liberté provisoire, oui, et surtout qu'ici, ce n'est pas des gens qui ont été pris dans des soupçons et puis dire qu'il y a une présomption de ceci ou de cela. Il y a eu un régime qui a été renversé, vous avez été mis aux arrêts. C'est d'ailleurs à titre conservatoire, c'est pour empêcher que certains, peut-être qui ont des choses à se reprocher, puissent détaler, et d'autres c'est pour leur sécurité, parce qu'un lynchage est vite arrivé, c'est vous qui êtes aux affaires, c'est vous qui faites, si vous faites cela, c'est vite arrivé, et après, il n'y a rien, la justice revient à redire. Rappelons-nous que la Mizana était président de la Haute-Volta aujourd'hui Burkina Faso. Rappelons-nous aussi que la Mizana a été blanchie par les mêmes TPR. Les mêmes TPR ont blanchi la Mizana. C'est pas parce qu'il était président qu'il est forcément rentier, qu'il était forcément quelqu'un qui a pillé les deniers publics, qui a fait ci, qui a fait ça, non. Et donc, il y a une justice qui doit faire son travail. Même dans une situation d'exception comme le TPR au Burkina, il y a un président de la République qui a été blanchi. Mais alors que la tendance en Afrique, c'est que dès que vous accédez aux affaires, que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait, il y a une présomption de culpabilité. Vous avez détourné, vous avez pillé, vous avez volé, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais la Mizana a été blanchie dans ce contexte des TPR. Donc au Mali, ce n'est pas parce que forcément ils ont été avec IBK que sur le plan de la gestion, ils ont détourné comment on appelle ça, des fonds du peuple. Mais ça, il faut un jugement pour le savoir. Mais justement, mais il faut un jugement, président. Non, mais en attendant, ils ont été pris. Donc le régime a été renversé. Ce n'est pas sur une dénonciation de soupçon de malversation. Le régime a été renversé. Vous avez été pris. Vous êtes gardé en lieu sûr. Après, on vous libère et puis on continue les enquêtes. Président, aussi, ça, oui. Je dis encore et je le répète, avoir été au gouvernement ou avoir travaillé avec IBK n'est pas un délit. Pour que vous vous expliquiez, il faut qu'il y ait des accusations. Tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne en justice. Vous n'êtes pas accusé de quelque chose, vous allez venir vous justifier de quoi? Mais justement, c'est cette mise en accusation qui est demandée par une certaine opinion. Oui, mais accusé de quoi? D'avoir été ministre? C'est un délit? C'est pas un délit. Non, je dis que on dit pas des ministres. Si on a des éléments, si on a des éléments probants sur et avérés sur des questions de malversation ou quoi que ce soit, où on sait que vous avez outrancièrement donc été irrespectueux vis-à-vis de certains textes, une accusation viendra et puis vous allez répondre. Mais on ne peut pas, au nom de ce que vous ayez été ministre d'un gouvernement sous IBK, rester en prison et puis vous écouer. Ça ne fonctionne pas comme ça. On prend le cas par exemple de certains officiers militaires qui donc auraient des accointances avec, devraient répondre vis-à-vis de leurs décisions prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est des choses quand même qui devraient être statuées ici et maintenant. Oui, mais où est le délit? Je dis que pour moi, on est en prison parce qu'on a enfreint des règles. Ou bien on est accusé d'eux. Vous avez enfreint des textes. Quand c'est clairement défini, vous viendrez répondre. Et puis, je crois que vous avez vu le tweet de Goïta. Il a été assez clair. Ils ont été élargis. Maintenant, c'est clair que ceux qui auront des affaires à justifier face à la justice, donc pour lesquels il y aura des accusations et donc des éléments qui seront portés, seront obligés d'aller vers cette justice et puis montrer patte blanche, répondre et se défendre. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on ne va pas se dire que parce que vous avez été ministre, donc vous méritez la prison. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. C'est pas un délit d'être ministre. D'accord. Et l'autre aspect, c'est le fait que ce soit le CNSP qui annonce donc cette décision. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est vrai que c'est ce régime militaire donc, qui a donc arrêté ces personnalités-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore confusion des gens? Comme il y a maintenant un gouvernement, il y a l'autorité en charge donc de ce type de questions. Est-ce qu'il n'y a pas confusion? Le fait que ce soit le CNSP qui annonce la libération de ces personnes. Le CNSP, bon, moi j'avais vu plutôt le vice-président qui l'avait annoncé. Je pense que c'est en sa qualité de vice-président.
Ben peut-être que mes éléments sont pas bons, parce que j'ai vu sur son compte Twitter le vice-président Goïta qui annonçait l'élargissement et tout. Je pense que c'est ce qui a été repris sur beaucoup de chaînes. Je pense maintenant, peut-être que je me trompe. Le document peut certainement diffère, sinon le communiqué dont nous avons sous la main parle donc d'une décision du CNSP qui décide de mettre en liberté ces personnalités-là. Bon, c'est vrai. Moi, ce que je vois comme écrit, c'est le vice-président de la transition informe l'opinion publique nationale et internationale de l'élargissement ce jour au 7-10-2020 des personnalités politiques et militaires arrêtées suite aux événements du 18 août 2020. Bon, c'est le vice-président qui informe. Et le vice-président de la transition, je pense que c'est reconnu dans le nouvel organigramme selon la nouvelle charte dont dispose le Mali. Maintenant, s'il y a un CNSP, parce que n'oublions pas que le CNSP, lui, il a été clair qu'il continuera d'exister jusqu'à ce que toutes les institutions soient mises en place. Mais là, si en tant qu'entité qui continue d'exister, il relaie une information du vice-président malien, ça ne fait pas d'eux les décideurs. C'est une décision qui a été prise par les institutions de la nouvelle transition qui est reconnue au Mali. C'est comme ça que moi je lis la chose. Maintenant, c'est une information que le CNSP relaie. C'est comme ça que je vois la chose. D'accord. On va rapidement, en moins de 5 minutes, parler aussi de la Côte d'Ivoire avec cette mission conjointe CEDEAO, Union africaine, ONU, donc qui a séjourné en Côte d'Ivoire donc récemment, et cette mission a annoncé avoir fait le tour en tout cas des différents acteurs, a décidé d'accompagner finalement la tenue des élections le 31 octobre prochain, et a même annoncé le déploiement d'observateurs africains très prochainement en Côte d'Ivoire. Quel est le regard qu'on peut y porter? Benavougou, on commence par vous. En tout cas, j'ai vu la mission conjointe dans tous les textes. Chaque paragraphe, c'est la mission conjointe. Et après, je vois la mission conjointe a accepté d'envoyer des observateurs. Et en même temps, la mission conjointe demande une élection inclusive, dans des conditions qu'on connaît. Pourtant, la mission conjointe savait également que Monsieur le Président a dit que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples peut faire ce qu'elle veut avec ce document, ses injonctions, ses avis, ses décisions. Donc, finalement, la mission conjointe, moi je la trouve pas très cohérente et logique. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Ça dit que c'est un jonglage. Alors que, vous voyez qu'il y a des ingrédients d'une crise qui s'annonce. Est-ce qu'on en aura, est-ce qu'on n'en aura pas? Mais bon. Et c'est dans ce même pays que le 10 c'était prévu pour la manifestation de l'opposition au Félicia qui est fermée pour des travaux. Toute manifestation de la rue sont suspendues jusqu'au 15. Et puis il y a un problème sur le plan de la liberté d'expression. Et puis la mission conjointe accompagne tout cela. Je ne sais pas quand la crise... Parce que je ne souhaite pas qu'il y ait une crise. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, s'il y a une crise d'aventure qui s'éclaire, comment est-ce que la mission conjointe va s'y prendre? Parce qu'elle envoie même des observateurs. Une onction qui ne dit pas son nom, peut-être. Qu'est-ce que Alassane et les autres ont pu bien dire à ces messieurs et à ces dames qui disent, finalement, on va accompagner. Si on vous envoie des observateurs, c'est que vous êtes d'accord qu'il y a un scrutin qui est normal. Donc, vous venez observer ce qui est normal pour ressortir ce qui est normal. Parce que c'est pour dire, malgré que cela n'entache en rien la transparence et la qualité, la crédibilité du scrutin. Bravo, puis on passe à autre chose. Mais la mission conjointe a oublié aussi un autre pays. La Guinée-Conakry. D'accord. Effectivement, quand on lit le communiqué, on ne sent pas véritablement si la mission conjointe a pu désamorcer le climat délétère qui prévaut au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des suspicions en tout cas de crises pré- ou post-électorales après cette décision du président Ouattara de briguer un 3e mandat. Est-ce que pour vous, quand vous regardez cette mission-là, elle a pu véritablement faire bouger les lignes? Non, mais cette mission, il faut reconnaître qu'elle est vraiment bonne. Hein. Elle est même très bien. C'est-à-dire, après avoir tourné, rencontré les acteurs, ils ont découvert quelque chose de très fort. Et ça, on ne le savait pas. Le manque de confiance entre les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le point principal qui ressort du communiqué. Le manque de confiance. Donc, il a fallu mission ONU, CEDEAO, tous ces messieurs-là, pendant tous ces jours-là à Abidjan, pour se rendre compte qu'il y a un manque de confiance entre les acteurs de la crise ivoirienne. Ah oui, mais on est forts, nous, Africains. C'est des secrets de polichinelle. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des missions, si c'est à ça que servent les contributions des pays membres,
ces missions-là sont dispendieuses. On n'en a même pas besoin, c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Vous allez parce qu'il y a un manque de confiance. Vous y allez parce que les gens ne se parlent pas. Mais vous venez pour conclure que les gens, ils ne se parlent pas, qu'il y a un manque de confiance. Ah, mais qu'ils sont forts. Ou bien, c'est la langue de bois et que on est venu faire de la cosmétique. C'est comme je dis souvent avec ces syndicats des chefs d'État, on tente toujours de venir sauver l'un des leurs. Et maintenant, au peuple souvent de s'assumer. Et le problème, c'est qu'après, c'est des morts qu'on nous raconte entre-temps et ce qu'on ne veut pas et qu'on ne souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. D'accord. On pourra retenir que les élections en Côte d'Ivoire pourront se tenir selon donc ces instances qui acceptent accompagner le processus et aussi déployer des observateurs en attendant de voir l'évolution et l'appréciation donc de cette mission conjointe par les différents acteurs et surtout ceux qui ont été exclus dans le processus. Merci d'avoir donné votre lecture. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe de réalisation. On vous retrouve demain vendredi pour la dernière convocation du tribunal de l'actualité de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.